Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans Question d'actu. Le Maroc continue de diversifier ses partenaires. Chine, Japon, Corée. Le chef de la diplomatie marocaine était en tournée en Asie de l'Est. Objectif, positionner les relations économiques avec les pays de la région sur une trajectoire durable, en particulier dans les domaines qui font la force de l'économie moderne, tels que l'industrie automobile électrique, les énergies renouvelables ou encore les nouvelles technologies. Le Maroc et ses partenaires asiatiques partent d'un socle solide, fait de relations politiques et diplomatiques nourries par une amitié séculaire qui ne s'est jamais démentie. Ce mardi démarre à Séoul le premier sommet Corée-Afrique qui se tient le 4 et 5 juin sous le thème « L'avenir que nous construisons ensemble, croissance partagée, durabilité et solidarité ». Quel avenir pour les relations politiques et économiques entre le Maroc et les pays d'Asie? Comment renforcer davantage la coopération dans les domaines prometteurs? On en parle ce soir. Et avec nous pour discuter de ces sujets, Monsieur Zakaria Aboudahab, vous êtes professeur de relations internationales à l'Université Mohamed V de Rabat. Bonsoir. Bonsoir Madame Khamichi, merci de l'invitation. Un plaisir de vous avoir avec nous. Avec nous également Monsieur Driss Issaoui, vous êtes analyste économique et politique. Bonsoir. Bonsoir, merci beaucoup. Merci d'avoir accepté notre invitation avec nous. Et également, Monsieur Zakaria Firano, vous êtes également professeur d'économie à l'Université Mohamed V de Rabat. Bonsoir. Bonsoir, merci de l'invitation. Merci d'être avec nous. Alors, on va parler d'abord de cette tournée asiatique du chef de la diplomatie marocaine, Monsieur Nasser Bourita. Je commence avec vous, Monsieur Aboudahab. Quels sont les enjeux de cette tournée ? Alors, des enjeux multiples qui s'inscrivent aujourd'hui dans l'actualité immédiate d'un Maroc qui bouge et qui, diplomatiquement, évidemment, est en train de consolider des acquis, en même temps de conquérir de nouveaux marchés, en même temps de prospecter pour évoluer davantage, parce que nous avons besoin précisément de diversifier les partenaires, mais aussi les fidéliser. Et donc, c'est un partenariat qui est multiple, il n'est pas seulement économique ou commercial, il est diversifié, multidirectionnel. D'abord, la Chine, je ne sais pas si c'était de manière incidente ou pas, mais il fallait quand même rappeler qu'il s'agissait de profiter du forum de coopération entre la Chine et les pays arabes. Et en même temps, donc c'est bien, on fait aussi comme le B2B, bilatéralement, on profite de ce genre de fora pour avoir des entretiens et en même temps, parce que nous sommes liés à la Chine avec des accords, notamment, je rappelle que le MOU, Memorandum of Understanding 2016, le Maroc fait partie des routes de la soie, le One Belt, One Road, et en même temps, ce projet gigantesque qui se profile à l'horizon de Tanger High-Tech, la ville Mohamed VI. Pour le Japon, par contre, c'est un choix délibéré, puisque, on le sait, peut-être nous y reviendrons avec nos amis ici présents au niveau de ce plateau, qu'après le TICAD, Tokyo International Cooperation on Africa, Development of Africa, il y a eu ce problème avec la Tunisie qui avait reçu en fanfare la prétendue ou le prétendu président de la RAS, entre guillemets. Par la suite, le ministre japonais à l'époque, c'était le ministre des Affaires étrangères, c'est pas l'actuel ministre, avait rassuré le Maroc que le Japon a une position neutre par rapport à l'intégrité territoriale du Maroc. Aujourd'hui, elle a évolué. Le Japon soutient la démarche onusienne Conseil de sécurité. On revient à cette expression comme leitmotiv, les efforts crédibles et sérieux avec le Maroc. Par contre, la Corée du Sud, c'est exceptionnel aujourd'hui, comme pour l'Italie en février 2024. Premier sommet entre la Corée du Sud, mesdames et messieurs, et les chefs d'État et de gouvernement. Ça a été très bien préparé, la Corée du Sud a bien prospecté. Et je crois que s'il y a quelque chose qui devrait être rappelé ici, c'est la démarche marocaine déterminée de Sa Majesté qui dit que c'est à l'aune de la position par rapport à la question du Sahara que le Maroc envisage les partenariats avec les futurs partenaires. Et je crois que la Corée du Sud a bien reçu le message et je crois que c'est une occasion pour consolider aussi le partenariat avec ce pays. Donc des partenariats multiples, des partenaires diversifiés. Comment cette tournée s'inscrit-elle dans la stratégie politique et économique du Maroc, Monsieur Issaoui? Le Royaume du Maroc a depuis un bon moment donné à la diplomatie un rôle extrêmement important. Ce n'est pas seulement une relation bilatérale
entre un pays et un autre, entre un continent et le royaume du Maroc. Non, on est en train d'infléchir toute la diplomatie marocaine aux besoins de positionnement du royaume du Maroc. Et si Zakaria Bouddahab vient de le souligner, nous sommes véritablement à un moment où le royaume du Maroc est en train de se placer sur l'échiquier politique et l'échiquier économique international. Alors comment le faire? Il fallait regarder un peu partout. Nous avons des difficultés à aller sur un certain nombre de pays. Sur les pays d'Asie, je vais rappeler juste une chose, c'est qu'au niveau des pays asiatiques, il y a ce qu'on appelle les nouveaux pays industrialisés, les NPI, qui ont constitué la véritable exception du développement des pays qui sont aujourd'hui véritablement extrêmement développés. La Corée du Sud avait commencé sur la base d'une aide américaine pour se développer. Le Japon a bénéficié avec l'ère Meiji de tout ce qui a été, disons, civilisation de création de richesses. Et vous avez également tous les autres pays d'Asie du Sud-Est qui restent un exemple à suivre. Parce qu'en fait, ce sont des pays qui, pendant un moment, quand ils empruntaient $1, ils le fructifiaient en interne et ils en tiraient $15. Ça, c'est pour dire quoi? Ça veut dire que le Maroc est en train d'aller vers les meilleurs, chercher les meilleurs partenariats. Vous avez parlé tout à l'heure de la Chine. Effectivement, la Chine est un continent. Et le Maroc a déjà des relations très, très, très intéressantes avec ça. Alors, je n'oublierai jamais de dire que les étudiants marocains sont installés en Corée du Sud. Ils sont aussi installés en Chine. Et ils apprennent les technologies. Si vous voulez apprendre les nouvelles technologies, parce qu'en fait, ce sont des pays où la publication, où l'édition de livres scientifiques est la plus haute au niveau disons, de toute la Terre. Donc, je pense que tout ce travail du ministre des Affaires étrangères, qui est un homme dynamique, on lui a assigné cette mission d'aller justement prospecter quelles sont les choses à faire. Et le sommet Corée du Sud, continent africain, sera véritablement un moment extraordinaire qui permettra aux chefs, d'État des pays africains de prendre des initiatives utiles et intéressantes. Et ils vont le faire. Un sommet donc très attendu à un moment où le Maroc, vous l'avez dit, est en train de se placer sur l'échiquier mondial. Monsieur Fierano, comment le Maroc peut tirer parti de sa position unique, géographique, de pont entre l'Afrique justement et l'Europe pour renforcer davantage ses partenariats économiques avec les pays d'Asie? Je pense que, je vais rebondir ce qu'a dit mes collègues et aussi mes amis. C'est que le Maroc aujourd'hui, je pense que c'est une intelligence marocaine aujourd'hui qui est en train de se faufiler au niveau des pays qui sont porteurs de la croissance économique mondiale. Bon, maintenant, si je veux répondre à la question de façon plus simple, ça sera difficile. Donc, je vais un peu essayer d'aborder la question encore de façon plus large. Maintenant, le Maroc, il est en train de se positionner dans son modèle de développement de façon à ce que la demande externe devient le moteur de croissance le plus important. Nous avons des secteurs phares qui sont maintenant les locomotives de la croissance au Maroc. Nous avons l'industrie, nous avons les services, nous avons aussi l'agroalimentaire, nous avons aussi quelques productions au niveau de ce qu'on appelle l'industrie chimique, qui sont porteurs de ce qu'on appelle la croissance réellement. Aujourd'hui, lorsque vous regardez, donc nous sommes en train de sortir du dilemme, ou je dirais de la polémique qu'il y a à ce qu'on appelle la croissance liée à l'agriculture, et c'est le secteur d'industrie et le secteur des services qui est porteur. Et aujourd'hui, sur le plan mondial, si on se pose la question, où sont les pays qui sont les plus importants, ou je dirais les plus développés en matière d'industrie et en matière de technologie et de services? Vous avez la Corée, vous avez le Japon et vous avez la Chine. Et donc aujourd'hui, lorsque le Maroc il se rapproche de la Corée, par exemple, la Corée, si vous regardez un peu sa structure économique, vous avez entre l'industrie et le service, c'est 80% de leur PIB qui est dans le service et l'industrie.
Et dans l'industrie, attention, ils sont dans des technologies de pointe. Vous savez aujourd'hui que les États-Unis, lorsqu'ils veulent faire son développement technologique, ils ne peuvent le faire qu'avec la Corée du Sud. Elle a le monopole sur quelques produits informatiques de haute technologie. Et donc aujourd'hui, le Maroc, il ne peut partir que dans son chemin. Attention, le Maroc ne peut pas faire tout. Il faut être conscient de ça. Il faut qu'on cible un créneau par lequel on devrait rentrer. Et je pense que le Maroc, après les directives de Sa Majesté, on est en train de rentrer dans des créneaux qui sont très spécifiques au Maroc. Les énergies renouvelables, ce qu'on appelle l'hydrogène vert. Nous avons besoin des technologies. Où est-ce qu'on va les ramener? Le premier producteur de technologie hydrogène vert, c'est le Japon. Justement, et il y a l'Allemagne. Il peut y avoir une complémentarité. Voilà, et donc là, si on veut pénétrer ce segment, ce domaine d'activité stratégique, on a besoin de la technologie du Japon. Si on veut percer dans l'IA, ce qu'on appelle l'intelligence artificielle, on a besoin de la technologie de la Corée du Sud. Et si on veut aussi pénétrer le commerce international, nous avons besoin de la Chine. Et donc là, je vais saluer un peu le ministère des Affaires étrangères et M. Bourita, parce que c'est très intelligent. L'avenir du monde, ça se passe dans l'Asie de l'Est. Absolument. Le futur, les 20 ans qui vont venir, c'est là-bas. Et donc, si on veut percer dans ces domaines-là, on a besoin de l'Asie de l'Est. Je rajouterai un élément très important. Aujourd'hui, le développement et la croissance économique ne peut se faire qu'à travers les SMEs, ce qu'on appelle les petites et moyennes entreprises. Et ces pays-là, ça veut dire ces modèles de croissance de la Corée du Sud, du Japon, de la Chine, ils se basent dans leur croissance, dans leur modèle. Attention, ce n'est pas le modèle francophone, ce n'est pas le modèle américain, ce n'est pas le modèle Moyen-Orient, les big entities, non, c'est les SMEs qui portent la croissance. Et maintenant, si nous voulons développer la technologie, nous voulons avoir une percée dans le domaine des énergies renouvelables, nous voulons être un modèle exportateur en Afrique et en Afrique du Nord, il faudra que les SMEs ou les petites et moyennes entreprises qui prennent le relais. Comment? Nous avons besoin de ce type de partenariat avec la Corée du Sud, pour importer un peu leur façon de faire dans les services, dans l'industrie, et surtout rentrer dans des points. Attention, il faut qu'aujourd'hui on trouve un peu, je dirais, se faufiler dans ces industries et trouver là où on pourrait avoir l'avantage concurrentiel. Oui, nous avons des potentiels, nous avons les énergies renouvelables, nous sommes vraiment un gisement énorme, mais dans quel segment nous allons rentrer? Nous avons besoin de cette technologie pour savoir où est-ce qu'on va rentrer, parce que nous avons des concurrents à l'international et nous devrions percer dans ces domaines-là. Et je pense que rentrer en cooptation, je dirais une relation intense avec la Corée du Sud, le Japon et la Chine, c'est une des solutions les plus optimales. Et croyez-moi, l'avenir aujourd'hui du monde n'est pas aux États-Unis et n'est pas, surtout sur le plan technologique, en Europe. Elle est là-bas, là où est parti le ministre des Affaires étrangères. L'avenir en Asie aujourd'hui, donc le Maroc qui essaie de percer. Vous savez, je rajoute un élément. Vous savez, il y a des puces qui sont dans les ordinateurs calculateurs très haute technologie qui ne sont produites qu'exclusivement en Corée du Sud. Si demain ils ferment, toute l'industrie qui est liée à la technologie, IA et tout ça, tout va s'arrêter. Ça se passe en Corée du Sud. En Corée du Sud, donc on retiendra cette information très importante. Il faut percer dans les domaines d'avenir et c'est ce que essaye de faire aujourd'hui le Maroc à travers ses divers partenariats. Si on devait revenir sur ces visites les unes après les autres, donc d'abord la Chine avec lesquelles M. Aboudahab, les relations sont de plus en plus, on va dire, intenses. En 2022, on était à 50% de plus d'échanges commerciaux entre les deux pays, et puis les investissements chinois qui ont franchi également un nouveau cap dernièrement, 56 millions de dollars. Donc, quels sont les domaines clés, justement, par rapport au partenariat qu'il peut y avoir entre la Chine et le Maroc, dans lequel on peut aujourd'hui percer et se compléter les uns les autres? Entre la Chine et le plus Maroc. Particulièrement, en plus de ce que avait avancé avec brillamment le professeur Zakaria Firano, la question de la segmentation, du ciblage, calibrage, les chaînes de valeur, c'est important. Il y a une dimension, à mon sens, qui est plus géostratégique et globale. La Chine, c'est un membre permanent du Conseil de sécurité. Le Maroc sait très bien où miser, avec qui miser, parce qu'il sait que, d'abord, de par aussi ses positions soutenant une seule Chine par rapport à la question de Taïwan, c'est important, et vice-versa. Généralement, la Chine prend une position très positive par rapport aux résolutions adopté sur le Sahara marocain. J'ai cité tout à l'heure un projet qui est Big Projects. C'est important, celui de high-tech, la ville en construction. Je pense que c'est un projet qui a été plus ou moins mis en veilleuse en raison de la Covid-19. N'oublions pas que l'usine de fabrication des vaccins va bientôt être opérationnelle avec Sinopharm. Si je me trompe, Sa Majesté, en 2016, avait visité la Chine. Et c'était un peu le coup d'accélérateur. Et c'était l'année même où le Maroc a signé le MOU. C'était, on va dire, un mémorandum d'entente. Et définitivement,
c'était en 2021-2022, en distanciel. M. Bourita, il faut le saluer d'abord. C'est quelqu'un qui est de dynamique. Je voudrais quand même profiter d'une chose, parce que c'est l'Ansari qui est désormais ambassadeur, qui avait remplacé M. Znebar. Et M. Ansari, bon, il était, je le sais, en Grèce, puis après, il avait en charge comme directeur général de l'Océanie et de toute une région. Donc, il a bien prospecté la région avant d'organiser une telle rencontre. Je sais que la Chine est intéressée par les projets lancés en grande pompe par le Maroc. Au-delà du TGV Made in China, probablement. Ouais. La Corée du Sud, on est aussi intéressé, il faut le souligner. BID, c'est un projet qui est immense. Moi, je suis impressionné par ces technologies avancées chinoises, les véhicules électriques, sans parler d'autres créneaux. Je citerai, ce n'est pas de la publicité gratuite, mais Oppo, Huawei, etc. Ouais, mais... La Chine est devenue aujourd'hui, c'est l'usine du monde, c'est la deuxième économie mondiale avec un PIB approximativement de 18 000 milliards de dollars. C'est immense, encore relativement loin des États-Unis qui est toujours premier à ce niveau-là. Et l'Allemagne avait détrôné le Japon qui dégringole à la 4e place. La Corée du Sud, c'est la 10e place. C'est important, c'est le top 10 des qu'on appelle les économies les plus larges. Moi, je crois qu'avec la Chine, avec les routes de la soie, avec cette problématique, à mon sens, moi je le vois, de ce point de vue, la Chine comme support pour les projets géostratégiques marocains, des enclavements des pays sahélo-sahariens, l'Atlantique, la liaison fixe probablement, si elle se réalise avec l'Europe, le mondial 2030, les besoins en termes d'infrastructures, de soutien. Véritablement, la Chine aujourd'hui, c'est l'usine du monde, comme on le dit. Et ce qui est intéressant, Madame Khemeichi, c'est qu'il y a un respect mutuel, il y a des valeurs qui sont partagées. N'oublions pas que nous participons avec la Chine au dialogue 77 plus la Chine. Évidemment, il y a on va dire de l'affect de la Chine par rapport à des pays en développement de façon générale. Je le crois fort bien. Aujourd'hui, le Maroc a besoin de plus de soutien pour doper son PIB, qui malheureusement est insuffisant pour absorber tous les demandeurs d'emploi, avec évidemment, il faut le souligner, un revenu per capita. Nous sommes classés 2e. Moi, j'étais impressionné tout à l'heure, je regardais un peu les chiffres. Même si nous sommes classés 5e ou 6e économie après l'Afrique du Sud, après le Nigeria, l'Algérie, l'Égypte et l'Éthiopie, mais du point de vue du revenu par tête, nous sommes classés 2e. Donc, grosso modo, je crois que le partenariat avec la Chine est très prometteur. Il est de dimension globale. Un partenariat prometteur, un partenariat, M. Issaoui, qui inquiète nos voisins, les Algériens. Bien entendu, vous savez, ce qui se passe au Maroc, de manière générale, inquiète toujours nos amis algériens, malheureusement. Pourquoi ? Parce que les Algériens, c'est un pays où les gouvernants ne regardent pas leur avenir. Ils sont en train de gérer une rente. Et quand on gère une rente, on est obligé de la gérer de la manière la plus parcimonieuse possible, mais en fait de la plus ridicule possible. C'est ce qui leur est arrivé. Aujourd'hui, l'Algérie s'inquiète du rapprochement entre le Maroc et la Chine parce que l'Algérie a toujours regardé d'un mauvais œil les efforts et les avancées que le Royaume du Maroc peut réaliser. On a vu la même chose avec la Russie, on a vu avec la Chine, c'est encore pire. Pourquoi ? Parce que nous avons une place, nous avons déjà occupé une place au niveau de l'Afrique. On oublie souvent que le Royaume du Maroc a une place en Afrique qui est unique aujourd'hui. On ne peut pas oublier le fait qu'aujourd'hui, si vous voulez parler d'un projet, si vous voulez parler d'une technologie, vous passez par le Maroc, surtout en Afrique. Les Chinois, les Coréens aussi, parce que les Coréens, comme ils ont décidé d'avoir ce sommet avec les pays africains, cela veut dire qu'ils sont plus qu'intéressés. Et c'est des gens qui viendront investir. Et l'Afrique, avec l'Union africaine, avec tous les projets qui sont préparés pour les jeunes Africains d'ici l'an 2050, etc., et de grands projets qui sont préparés, moi je pense qu'il était normal, il est tout à fait normal de voir nos amis algériens réagir de la manière que l'on connaît tous, mais c'est une réaction qui n'a aucun effet sur ce que le Maroc est en train de faire et ce qu'il va faire. Depuis tout à l'heure, mes amis
sont en train d'expliquer comment le royaume du Maroc est devenu un véritable royaume par ses projets, par ses aspirations, par tout ce qu'il est en train d'imposer comme projet d'avenir. Le championnat, disons, le mondial de football, le championnat africain de football, et je ne veux pas... Il faut parler aussi de toutes les technologies qui sont développées dans ce pays. Grâce à qui? Grâce à la coopération internationale, mais surtout grâce à l'implication des jeunes Marocains qui ont appris les technologies. Ils sont dans les usines, ils sont même, vous avez parlé, Seferano tout à l'heure a parlé de l'hydrogène vert. Nous avons aujourd'hui des gens marocains qui sont capables de travailler sur l'hydrogène vert. On a parlé du TGV entre Casablanca et Tanger. C'est une société marocaine qui est en train de faire l'entretien. Et demain, avec toutes les infrastructures qui seront développées à l'occasion du mondial, ce sont des entreprises marocaines qui vont prendre le relais et qui feront le travail, sincèrement. Moi, je pense qu'il y a autre chose. Il y a quelque chose qui m'a plu dans ce débat, c'est que nous avons deux professeurs universitaires qui sont de plus en plus en train de devenir anglophones. Nous le sommes déjà. Voilà, c'est ça. Vous les sentez quand ils ont des exemples à donner, ils le donnent non plus en langue française, mais ils le donnent en anglais. Une stratégie bel et bien tournée donc vers l'avenir. Absolument. On est vraiment tourné vers l'avenir à travers les professeurs d'ici, qui sont jeunes dans leur tête, et ça s'impose à tout le monde. Absolument. On ne peut pas continuer à travailler et à réfléchir sur l'avenir en utilisant les outils anciens. Et c'est ça. Exact. Et le fait d'avoir des professeurs de ce niveau, ça nous fait plaisir. On l'a bien compris dans ce débat, l'outil technologique est aujourd'hui important. Et puis, parmi les domaines d'avenir, il y a les énergies renouvelables. Vous les avez mentionnées tout à l'heure, Monsieur Ferrano. Et puis, vous-même, Monsieur Essaoui, en parlant de l'hydrogène vert, qui est quand même un grand projet aujourd'hui dans lequel le Maroc investit énormément. Vous parliez justement du Japon, qui était spécialisé dans ce domaine. Comment le Maroc et le Japon pourraient se compléter dans leur expertise mutuelle ou dans le partage des savoir-faire pour pouvoir percer tous les deux, que ce soit dans le continent asiatique, mais aussi le continent africain? Je vais commencer par dire simplement que le Maroc, sincèrement, je vais le dire, on est rentré de façon précoce à ce domaine d'énergie renouvelable. Oui. D'accord ? Mais nous avons trouvé des leaders. Donc aujourd'hui, il y a des leaders dans les énergies renouvelables. Nous avons l'Allemagne, qui est dans la tête des pays qui investissent dans tout ce qui est renouvelable et surtout l'hydrogène vert. Vous avez le Japon, vous avez les États-Unis, vous avez les plus grandes économies sont déjà dans leur mutation et leur transformation en matière d'énergie renouvelable. Le Maroc maintenant, pourquoi il dérange, sincèrement? Parce qu'il rentre avec un potentiel. Nous avons, et tout le monde le sait, nous avons un potentiel énorme en matière d'énergie renouvelable. Maintenant, si on revient vers la Chine, je donne un exemple. Je pense qu'il y a quelques mois, le gouvernement marocain il a signé avec une grande entreprise chinoise qui produit ce qu'on appelle les batteries lithium. Et donc, c'est un investissement qui est très important. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, le Maroc se positionne dans la production des batteries lithium. Et ça permet un peu de donner, je dirais, des prémices par rapport au changement qui va s'opérer dans le futur. On parle d'un potentiel Eldorado. Oui, tout à fait. Il y a aussi un élément très important. Vous savez que dans 5 ans, 2030, ce qui est en train de s'élaborer aujourd'hui en matière d'énergie renouvelable, ça va permettre au Maroc de devenir un producteur, par exemple, d'hydrogène vert. Nous tablons en 2030 sur à peu près plus de 4 gigawatts par rapport à la production. Vous savez que la France, même avec les investissements lourds qui sont en train de s'établir au niveau de son économie, elle pourra atteindre dans 2035 6 gigawatts. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le Maroc, il a un potentiel énorme en matière de production des énergies renouvelables. Et donc, la Chine, le Japon et la Corée savent très très bien, je dirais, que le Maroc est le lieu dans lequel vous devriez investir dans les énergies renouvelables. Pourquoi? Parce que nous avons la proximité. À la fois la proximité de l'Europe, donc si vous avez cette énergie et vous produisez les voitures ici, vous produisez la technologie, c'est facile de la déployer dans l'Afrique, qui est un marché très important,
Et également, vous êtes très à proximité de ce qu'on appelle l'Europe. Et donc, vous avez un très grand pouvoir d'achat et vous avez eu un potentiel d'un marché très prometteur pour le Maroc et pour la Chine et pour les autres pays. Vous êtes également très proche des États-Unis parce que vous êtes dans un créneau géopolitique où il n'y a pas de problème. Ce n'est pas comme la mer Rouge. Et donc là, les transactions commerciales n'auront pas à être bouleversées par des big bangs ou ce qu'on appelle un peu des problèmes géopolitiques comme ce qui se passe dans la mer Rouge. Et donc là, si je prends tous ces ingrédients-là, pas uniquement économiques, mais aussi politiques et géopolitiques, le Maroc, c'est la carte qui peut jouer dans le commerce international en matière d'énergie renouvelable pour l'Asie, pour le Moyen-Orient, pour l'Europe et pour les États-Unis. Donc nous avons cet atout, nous avons ce pouvoir en matière d'énergie renouvelable. Il y a également un élément qu'on peut rajouter qui est très très important pour le Maroc, c'est la stabilité politique. Il n'y a aucun pays aujourd'hui où vous pouvez investir de l'argent tout en ayant la confiance de la récupérer. Regardez sur un peu, que ce soit en Afrique, que ce soit aussi dans le nord de l'Afrique, les pays qui sont voisins, vous n'avez pas cette stabilité. Et donc le Maroc, il propose une infrastructure, il propose des capacités énormes en matière énergétique et également il propose cette stabilité politique et économique qui permettra aux investisseurs de venir directement au Maroc. Maintenant, ça, c'est ce qu'ils vont gagner. Le Maroc, on est très intelligent aussi. On sait que nous allons gagner beaucoup. Pourquoi ? Parce que vous n'importez pas uniquement la Chine, la Corée, le Japon. Vous importez la technologie. Et donc, c'est là où il faut que la recherche scientifique, il faut aussi que les universités marocaines, public, privé ou partenariat public-privé, adhèrent à cette conception pour qu'on puisse avoir ce créneau dont j'ai parlé, cette niche où le Maroc sera spécialisé. Et un capital comme les autres pays. Aussi, voilà. Oui, le capital humain, mais il faut le spécialiser. J'ai dit. Ça veut dire qu'il faut qu'on trouve notre niche. Attention, il n'y a pas que nous qui sommes sur le terrain. Il y a beaucoup de joueurs. Le Maroc aujourd'hui devra trouver une niche dans un secteur où il pourra être, je dirais, avec un avantage comparatif très important. Chercher donc l'avantage concurrentiel. Oui, ça, c'est important. On l'a bien compris, le Maroc est un pays plein de potentiel. Voilà, et pour toute la sphère, on va dire, géopolitique, et justement, pour rester dans les relations avec le Maroc et le Japon, Monsieur Abou Dahab, des relations économiques, mais également politiques, vous l'avez dit tout à l'heure, et je vous relance également là-dessus avec la dernière, donc cette dernière tournée de Monsieur Boreita. Vendredi, la ministre des Affaires étrangères japonaise a reconnu les efforts sérieux et crédibles du Maroc et salué donc le plan d'autonomie justement proposé par le Maroc. Exactement, c'est rassurant par rapport à cet incident non volé. D'ailleurs, le ministère japonais à l'époque avait dit qu'il n'avait pas contacté le soi-disant président de la RASD, entre guillemets, mais c'était le secrétariat général, la commission de l'Union africaine qui avait pris l'initiative, je pense, en accointance avec le président Kais Saïed, et finalement ça a créé ce qui a été créé comme incident diplomatique majeur. On peut parler d'une page qui se tourne aujourd'hui avec la TICAD ? C'est clair, c'est clair. Parce que les Japonais voient loin. Vous savez, le Japon a précédé la Chine. Évidemment, la Corée, c'est 2024. Parce que la Chine, c'est le FOCAC, le Forum Chine-Afrique de coopération. Le Japon, c'était en 93, à l'époque. Il faut le dire de façon réaliste que le Japon connaissait un certain déclin à l'époque. D'ailleurs, il a été détrôné récemment par l'Allemagne par rapport à son classement au niveau des économies. Néanmoins, le Japon, ça reste ça reste quand même un géant sur ce plan-là. Il a beaucoup de créneaux. C'est vrai, c'est une population qui est vieillissante. C'est vrai que c'est l'une des vieilles monarchies comme la monarchie marocaine, les plus anciennes, plus la monarchie anglaise. On a beaucoup de points de convergence. Mais c'est également un pays qui est ambitieux. Ils tiquent beaucoup. Les Japonais sont très précis dans leur démarche. Il faut dire que la JICA, qui est l'agence japonaise de coopération internationale, très intéressée par des questions comme la protection de l'environnement, les questions de genre, les questions de développement durable. Ils sont présents au Maroc depuis plus de 50 ans. Plus de 50 ans. Et les relations ont été instituées depuis 56, avec le Maroc, depuis l'indépendance. Ce qui fait que les Japonais sont et une façon de voir. D'abord, on reçoit aussi des touristes. Il y a quelques Japonais qui vivent au Maroc. Ils ne sont pas très nombreux. Le nombre d'entreprises qui ont été multipliées également par deux en 10 ans. Yamazaki, regardez, les câbles électriques, c'est très connu. Et nous avons besoin, comme l'avait dit Seferano, de la technologie aussi japonaise. Parce qu'ils ont une capacité de résilience, de réaction, d'adaptation. Et je voudrais quand même dire une chose importante. Subhanallah, les trois pays ont aussi utilisé le soft power pour influencer le monde. Prenez la Chine, c'est le Kung Fu, c'est Bruce Lee, les films d'ailleurs, et c'est important de le souligner parce que également la Chine, regardez le Japon comme étant
impériale, etc., toute l'histoire, parce que la Chine a été humiliée. Les Coréens, c'était la même chose, 1905, plus le trauma de 1950-1953, la guerre des deux Corées. D'ailleurs, il est intéressant de rappeler que la Corée du Sud a aussi une montre qui est ouverte sur la prochaine réunification coréenne entre les deux Corées. C'est incroyable. La Corée du Sud, c'est le taekwondo, etc. Le Japon, c'est l'aïkido, c'est le judo, etc. Les K-dramas, la K-pop, maintenant, exactement. Toute une industrie cinématographique qui semble prendre de plus en plus d'ampleur. Et il ne faut pas oublier l'Inde, qui loin regarde cela évoluer, parce que l'Inde a aussi un partenariat, on va dire un sommet avec les pays africains. Le Maroc, dialectiquement, il sait comment faire jouer parfois non pas les antagonismes, mais on va dire les dialectiques, pour dire les choses correctement et politiquement correctes. Ça, c'est historiquement prouvé. Et je voudrais dire une chose, il y a le regard de l'économiste, il y a également en termes de géopolitique ce que nous appelons la puissance attractive et la puissance relationnelle. Capacité d'un pays comme le Maroc de devenir un pivot régional, voire même continental, voire même intercontinental, réalisé comme une sorte de pont, la jonction entre plusieurs affluents, entre plusieurs compétiteurs, plusieurs acteurs de taille, comme le Japon d'ailleurs, je viens de le dire, c'est rassurant par rapport à la position du Maroc, et donc ça permet de dissiper tous les misunderstandings, comme disait notre ami l'Aïssaoui. Finalement, ça ouvre la perspective. Je ne sais pas le prochain TICAD, il aura lieu où? C'est tous les 3 années. Gageons peut-être qu'il aura lieu au Maroc, qui sait. Absolument, absolument. Mais là, c'est ce mardi donc, que se tient ce sommet Corée du Sud-Afrique. Monsieur Ferrano, rappelons que la Corée donc, a annoncé la signature d'un prochain accord de libre-échange avec le Maroc. Et le Maroc a été choisi parmi 7 autres... il y a eu 7 pays qui ont été choisis pour ce genre d'accord que la Corée considère comme étant des pays aujourd'hui émergents. Oui, je peux piétiner sur ça, ou je dirais commenter ça de façon plus économiste, si je peux le dire. Le Maroc aujourd'hui, pourquoi la Corée va faire ça? C'est tout simplement parce qu'on est dans la chaîne de valeur internationale. Quelles sont les attentes, justement, par rapport à ces accords de libre-échange? Je viens par rapport à ça. Le Maroc, il intervient dans une chaîne de valeur par rapport à toutes les industries agroalimentaires, chimiques, les industries automobiles. Il intervient dans une chaîne de valeur dans le PIB est aux alentours de 500 milliards de dollars. Et donc oui, le Maroc ne représente pas un grand PIB, comme ça a été dit par mon ami ici Zakaria, c'est à peu près 120 milliards de dollars ou 127 milliards de dollars, mais le Maroc intervient dans la production d'un PIB de 500 milliards de dollars. Et donc là, si vous voulez rentrer dans un secteur comme les avions, comme les voitures, comme par exemple l'agroalimentaire, comme la chimie, vous devriez, et comme aussi, attention, il ne faut pas oublier, parce que nous avons un acteur très important, c'est l'OCP, l'Office chérifien des phosphates. Vous avez évoqué l'Inde. L'Inde dépend énormément de la production du Maroc. Et aussi, la fertilité des terrains au niveau international dépend du Maroc. Et donc là, la Corée, lorsqu'elle rentre dans cette chaîne de valeur. Elle sait que le Maroc, il est en train de rentrer dans le jeu du commerce international. Et là, je reviens un peu, ils sont 5 ou 6 pays qui ont été définis à l'international comme étant le networking, ou je dirais un peu le nœud du network. Ces 5 pays, dont fait partie le Maroc, lui donnent une position très importante. Et donc la Corée, elle le sait très très bien, s'il veut rentrer dans ce champ d'investigation économique, ce networking, elle a besoin du Maroc comme étant un acteur fidèle, sérieux et aussi à engagement avec une souveraineté sur l'ensemble de ses décisions. Et donc, automatiquement, je pense que la Corée, avec la signature de libre-échange, elle est en train de percer dans ce réseau, donc premièrement, et deuxièmement, elle est en train de gagner un peu par rapport à ce qui est en train de se mettre au niveau marocain. J'ai dit tout à l'heure, nous avons tout un gisement qui va changer complètement la production énergétique au niveau de la région et au niveau aussi de l'Afrique, et donc la Corée trouvera une position ici au Maroc. Il y a aussi, moi je crois toujours à ça, c'est que l'Atlantique va devenir une plateforme commerciale à l'international. Il y a l'idée aussi qui est en train de se développer, qui a été, propulsée par notre auguste souverain, c'est l'idée d'avoir une marine marchande au niveau atlantique. Et donc la Corée ne pourra pas rester à l'extérieur de tout ce qui se passe. Et donc automatiquement, elle devra avoir une position
par rapport à tout ce qui est en train de se préparer au niveau de la Nord-Afrique ou au niveau du Maroc, si je peux dire de façon plus précise. Oui, mais le Maroc a toujours été clair, en tout cas très récemment, ferme et clair sur le fait que tout nouveau partenariat qui sera conclu sera mutuellement bénéfique, en tout cas un partenariat gagnant-gagnant. Donc même s'il y a beaucoup de potentialités. Mais nous avons, ils seront gagnants, je suis tout à fait d'accord, parce que lorsque vous signez un accord de libre-échange, c'est des études qui ont été élaborées sur le plan douanier, sur le plan fiscal, sur le plan de compétitivité, sur le plan aussi des exportations-importations qui doivent circuler entre les pays, votre taux d'intégration par rapport à ce pays-là et par rapport aux concurrents, les potentiels futurs de croissance qui sont générés par ces accords de libre-échange, tout ça, je pense, a été étudié, que ce soit par le Maroc, que ce soit aussi par la Corée du Sud. Et donc, s'il n'y avait pas un gain win-win entre les deux pays, il n'y aura pas de signature je dirais, de partenariat de libre-échange. Également, je reviens à l'idée qui a été soulevée par Sili Issaoui, c'est que nous avons également des étudiants. Vous savez, sur le plan universitaire, sur le plan de la recherche scientifique, nous sommes très ouverts à la Corée du Sud. Vous avez beaucoup de Marocains qui étudient là-bas et nous avons beaucoup de bourses qui sont octroyées à nos étudiants au niveau de la Corée du Sud. Et donc, automatiquement, implicitement, qu'est-ce que ça veut dire? Vous avez du capital humain qui va se ramener de la Corée du Sud vers le Maroc et qui ramène avec lui la culture de la Corée, l'industrie coréenne et aussi la technologie coréenne. Et donc, automatiquement, nous avons des gains qui seront mutuellement partagés entre le Maroc et la Corée du Sud. Et justement, dans ce contexte, Monsieur Issaoui, que peut-on dire du potentiel d'une coopération triangulaire Maroc-Afrique-Corée? Je pense que c'est le schéma qui sera suivi très certainement. Parce que les Coréens, c'est des gens qui prennent beaucoup de précautions avant d'entamer une initiative comme celle-ci pour aller en Afrique. Parce qu'en fait, c'est quoi? Vous avez la Russie qui est très présente avec une armée, avec tout ce qu'il faut. Vous avez les Américains qui sont très présents. Vous avez Israël qui est très présente aussi. Maintenant, si les Coréens veulent venir en Afrique, ils le feront avec le Maroc. Pourquoi? Parce que c'est un pays, d'abord, avec tout ce qui a été dit autour de cette table, nous avons l'idée et nous avons l'image du fait que le Maroc est véritablement le meilleur élève, l'élève le plus studieux, qui permettra à la Corée du Sud de faire les investissements les plus juteux et d'avoir les positions les plus enviables en Afrique. D'autant plus qu'eux, ils apportent des choses avec eux. Ils amènent de la technologie, ils amènent un savoir-faire. Et ils ont tout cela trouvera en Afrique véritablement le terrain favorable à être développé et à aller très loin. Et je pense que les Coréens, avec les Africains, industriels ou non, etc., trouveront certainement beaucoup d'opportunités pour faire le mieux, pour faire le meilleur au niveau de la terre africaine. La terre africaine qui restera, on l'a souvent dit et on va le redire, c'est l'origine de la richesse au niveau de l'humanité. C'est l'origine de l'humanité, il se trouve en Afrique. Et tout se fera en sorte que tout reviendra à l'Afrique pour qu'il puisse être développé et partagé entre les Africains et les autres peuples. Et justement, lors de cette tournée de Nasser Bourita, M. Abou Dahab, le chef de la diplomatie marocaine a rencontré son homologue. Plusieurs échanges ont eu lieu. Qu'est-ce qui ressort de ces dernières discussions? Par rapport à la Corée du Sud. À la dernière visite, oui. La Corée du Sud. Dans cette tournée qui est... La Corée du Sud, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, le top 10 des 10 économies les plus larges, à peu près 2700 milliards de dollars comme PIB. Elle devance même l'Italie, c'est important, le Brésil aussi, le Canada également, pas très loin de la France d'ailleurs. Ça, c'est le premier. Le deuxième point, j'ai eu une mémoire quand Cédric évoquait cela. Feu le roi Hassan II avait reçu le président de DO à l'époque, qui s'apprêtait à ouvrir carrément une usine de fabrication. Mais c'était la crise asiatique des années 90, 97 plus précisément. Finalement, le projet n'a pas été acté. La Corée du Sud a connu quand même une certaine crise. Maintenant, elle rebondit. Et nous voyons que LG Electronics, par exemple, ou Samsung, ou les voitures, vous avez... Et croyez-moi, les Coréens ont très bien analysé la situation sur le plan politique. Ce n'est pas rien quand ils viennent, ils décident d'avoir le sommet avec les chefs d'État et de gouvernement. Et justement, les chefs d'État qui seront invités, ce sont les États qui sont reconnus officiellement par l'ONU. Évidemment. Et donc, là, on rejoint ce qui a été dit tout à l'heure, c'est qu'ils comptent beaucoup sur le Maroc, hub africain,
porte de l'Afrique, avec des partenaires diversifiés. Nous n'avons pas encore un accord de libre-échange avec la Corée du Sud. Je crois qu'aujourd'hui, c'est en cours d'élaboration. Partenariat multidirectionnel avec le Japon, c'est important. Accord stratégique avec la Chine. Mais avec la Corée du Sud, moi je crois que de tels entretiens permettront probablement d'élaborer un framework, un cadre global, par exemple un dialogue permanent, etc. Parce que les Coréens restent discrets quand même, il faut le dire. Ils ont un contentieux fondamental avec la Corée du Nord. Et Dieu sait combien cela les taraude, parce qu'ils ont toujours en tête l'idée d'une réunification. Mais la Corée du Sud voit très grand aujourd'hui, avec les 54 États au niveau de l'Afrique. Bon, il y a l'Érythrée, la situation est un peu bizarre. Le Somaliland n'est pas comptabilisé, bien entendu. 91 n'est pas du tout reconnu. Il est reconnu par Taïwan. J'ai appris que seul Taïwan reconnaît le Somaliland. Bref, pourquoi ? C'est la mer Rouge, parce que la Corée du Sud, où elle va faire transiter ses marchandises, soit elle emprunte l'itinéraire Bab el-Mandeb, mer Rouge, le canal de Suez, la Méditerranée occidentale, pour aller vers l'Europe, l'Amérique, etc. Sinon, on va faire tout le détour via l'Afrique du Sud, etc. C'est trop long. Et donc, le Maroc est là, avec également ses prolongements géostratégiques au niveau de l'Organisation de coopération islamique, au niveau du monde arabe, au niveau africain. Le Maroc, sa voix compte, sa voix avec X bien entendu, avec tous ces projets qu'il a lancés en grande pompe, avec toutes les stratégies sectorielles, que ce soit l'agriculture. Vous savez, les Coréens également, vous savez, Madame Khamlichi, c'est important, les valeurs, ils y prêtent énormément d'attention. La question de la fidélité, la question de la sincérité, la question de la transparence, ils sont très communautaires ou communautaristes, si vous voulez. Et je crois que nous avons beaucoup de choses à partager ensemble. Et puis, les économies d'échelle, si on fait le partenariat, il y a des gains potentiels. Ils voient maintenant toute l'Afrique. 30 millions de kilomètres carrés, 1,3 milliard de consommateurs, avec également un potentiel énorme. Moi, je crois qu'ils ont bien fait de lancer ce premier sommet. Et puis, ça va faire histoire par la suite. Et le Maroc sera là pour également apporter sa contribution. Un potentiel à exploiter avec le Maroc qui apportera sa contribution. Justement, Monsieur Ferrano, les deux pays, lors de cet entretien avec l'homologue du chef de la diplomatie marocaine, Monsieur Borreta, ont décidé de renforcer le cadre juridique de la coopération pour soutenir toute cette dynamique. Et 3 accords ont été signés sur le plan, donc une convention de sécurité sociale, un cadre de coopération pour lutter contre le changement climatique et un accord qui concerne les prêts du Fonds coréen de coopération. Qu'en pensez-vous ? Je pense que ça renforce la relation entre la Corée et le Maroc. Et donc là, si le Maroc aura bénéficié, je dirais, de l'expertise de la Corée, donc ça sera très bénéfique pour l'économie marocaine. Et là, je tire un exemple très important. Généralement, bon, peut-être c'est la première fois que je le dis, et je pense que et on a des experts qui connaissent ça. Lorsque le Japon a atterri au Maroc, dans les années 90, il avait une stratégie différente des autres pays qui s'étaient installés au Maroc. À l'époque, on avait le secteur industriel qui était le plus développé, c'était le textile. Le textile, c'était le premier exportateur à l'époque. Et donc, lorsque le Japon est rentré, il est parti dans ce qu'on appelle les industries de câblage. Et donc, ça a commencé à détruire notre industrie. Mais sur 20 ans, nous avons compris que le Japon était en train de nous former un capital humain. Aujourd'hui, le câblage, c'est lui qui sert pour l'industrie automobile, c'est lui qui sert pour l'industrie chimique, etc., etc. Et le Maroc, aujourd'hui, c'est parmi les grands pays en matière de câblage, que ce soit pour les avions, pour les voitures, etc., etc. Et donc là, pour vous dire simplement que l'esprit, un peu le principe, la façon avec laquelle regardent les Asiatiques, elle est très différente, surtout dans les sociétés comme la Corée du Sud, le Japon, etc. Et donc là, le Maroc aura à bénéficier énormément. Pourquoi ? Parce qu'ils ont une vision qui pourra aider le Maroc pour pouvoir soulever des défis, surtout sur le plan technologique. Peut-être qu'aujourd'hui, nous sommes bien sur des métiers de demain, voiture, câblage, etc., etc. Mais il se peut que le renforcement de ce cadre juridique, la mise en place de fonds coréens qui va soutenir le développement au Maroc, qui va nous aider un peu à propulser le développement, ça va nous permettre de s'ouvrir sur de nouveaux métiers de demain, que ce soit au niveau du AI, ça veut dire les intelligences artificielles, que ce soit au niveau des technologies avancées de pointe, ce que j'appelle moi les ordinateurs calculateurs énormes, il n'y en a que 180 au monde, attention, dans la Chine ne détient que 5. D'accord ? Et les États-Unis détiennent les autres et aussi la Corée. Et donc, automatiquement, si on arrive à percer, c'est ce qu'on appelle level 3 en technologie, si on arrive à percer ça, ça va faire une très grande différence pour l'industrie marocaine. Je sais que je rêve par rapport à ça, parce qu'il y a toute une géopolitique par rapport à ces problèmes de technologie, mais c'est ce que doit faire le Maroc. C'est ce que doit faire le Maroc. Et on doit être conscient que le chemin de demain commence par l'Asie. Je finis avec cette phrase.
Le chemin de demain commence par l'Asie. Je la reprends parce que c'est une belle phrase. Monsieur Dressaoui, justement, ce chemin de demain passe par la technologie, l'intelligence artificielle. Où se place aujourd'hui le capital humain marocain par rapport à cela? Vous savez, je voulais citer un exemple qui me traverse l'esprit depuis tout à l'heure. C'est le fait que les Coréens ont installé à Casablanca une grande école de formation sur l'automobile. Comment fabriquer une automobile, quels sont les mécanismes, etc. Ce sont des jeunes Marocains qui sont recrutés dans les lycées, dans le système scolaire marocain, qui sont brillants. Et on les amène dans cette école. Et qui c'est qui gère cette école? Ce n'est pas un administratif. C'est un membre de la CGEM. C'est lui, le gérant de cette école. Et apparemment, d'après ce qu'on m'a dit, parce que moi j'ai assisté une fois à une grande cérémonie qui était organisée à Casablanca, et j'ai vu que finalement, nous avons fait le bon choix, parce que ce sont les jeunes Marocains, ces mêmes jeunes Marocains, qui deviendront demain les ingénieurs qui vont travailler D'ailleurs, la plupart d'entre eux travaillent dans le secteur automobile aujourd'hui, à Tanger, à Kenitra, et ils travaillent dans toutes les... Ferrano a parlé de l'industrie de câblage. Effectivement, ce sont des ingénieurs qui sont très bien formés, et j'ai la certitude aujourd'hui, et on me l'a confirmé, que le Maroc n'est plus dans la logique des smicards. Si vous voulez développer une industrie au Maroc, vous la développer avec des revenus décents. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Nous avons de belles industries qui travaillent bien. Bien entendu, il y a des différences de niveau, de salaire, je vais passer outre ça. Mais l'essentiel, c'est que le Royaume du Maroc est en train de devenir un acteur, un hub, mais aussi un acteur fondamental pour les pays africains, pour tous les pays. Malheureusement, il a essayé de faire ça au niveau de la région du Maghreb, mais ça n'a pas marché. Maintenant, il l'a fait avec l'Afrique, et ça marche très bien, et il va continuer à le faire. Le Maroc, donc un hub africain. On arrive déjà au terme de cette émission. Un dernier mot, Monsieur Abou-Dahab, sur ces perspectives de coopération entre le Maroc et l'Asie. Le Maroc connaît une dynamique remarquable, évidemment. Il a encore beaucoup de choses à rattraper, il faut le dire. Si Zakaria, tout à l'heure, Ferrano avait cité la question de la recherche-développement, R&D. Yes. Et l'un des secrets de l'envol de la Corée, tout à l'heure, si Driss Essaoui a cité les NPI maintenant, ils sont très avancés. Absolument. La Corée du Sud fait partie de l'OCDE, fait partie non, je ne sais pas, du G20, il me semble. Je ne suis pas très sûr, mais en tout cas, je crois qu'il faut tabler sur ça, c'est important. Non seulement importer ou le transfert de technologie, mais produire aussi. Nous avons des jeunes. Nous sommes parmi les premiers au monde au niveau des mathématiques. On le sait avec nos élèves, etc. Absolument. Ce qu'il faut capter par rapport à ces pays-là, en termes de benchmarking, quelles sont les meilleures choses qu'on pourrait ici introduire et intégrer, maîtriser la technologie, mais également jouer le rôle de partage, enfin de contributeur, parce que le Maroc, il le fait en co-développement, c'est le vœu de Sa Majesté, le roi Mohamed VI, en termes d'appropriation du développement par les Africains eux-mêmes. Absolument, des solutions donc adaptées à notre continent et aux besoins du continent. Dernier mot, Monsieur Ferrano. Je vais dire une phrase très importante. Excusez-moi. Une belle phrase encore, c'est sûr. Oui, ouais, c'est une belle phrase que je vais dire. Bon, je ne sais pas est-ce qu'elle est belle, je ne vais pas faire de jugement, mais je vais dire que ce qui se vulgarise aujourd'hui est du passé. Aujourd'hui, on parle beaucoup des industries automobiles. Tout le monde rentre dans ça. Tout le monde, maintenant, veut faire de l'industrie automobile. Il y a la Jordanie, il y a l'Arabie Saoudite, il y a l'Algérie. Tout le monde. Attention, ce qui se vulgarise est du passé. Donc, il faudra penser à demain. L'enjeu n'est pas aujourd'hui de produire une voiture. Aujourd'hui, l'enjeu, il est au-delà de la voiture. Donc, c'est pour ça que j'ai dit que le Maroc doit chercher la niche où il devra rentrer de façon très stratégique. Merci. On le retiendra, donc il faut chercher la niche. Merci à vous, messieurs, pour ce débat. Merci à vous, monsieur Driss Essaoui. Je rappelle que vous êtes analyste politique et économique. C'était un plaisir de vous avoir avec nous. Merci à vous également, monsieur Zakaria Abou-Dahab. Vous êtes professeur de relations internationales à l'université Mohamed V de Rabat. Et puis à vous également, monsieur Zakaria Ferrano, donc deux Zakaria sur le plateau aujourd'hui. Vous êtes professeur à l'université Mohamed V de Rabat. C'était un plaisir de vous avoir avec nous, messieurs. Merci. C'est la fin de Questions d'Actu pour ce soir. Merci à vous pour votre fidélité. Très bonne soirée.